Alors, pour discuter des propos du président Trump, nous avons avec nous Louise Blais, qui était ambassadrice et représentante permanente adjointe du Canada à l'Organisation des Nations Unies de 2017 à 2021. Madame l'ambassadrice Blais, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, M. Trump a fustigé l'ONU lors de son discours à l'Assemblée générale, mais lors de sa rencontre par la suite avec le secrétaire général de l'ONU, il a affirmé que son pays soutenait à 100% les Nations unies. Alors, comment est-ce que vous interprétez ces messages contradictoires? Ben, écoutez, c'est quand même assez intéressant parce qu'il a fait référence, il a parlé pendant 5 minutes que lorsqu'il était un développeur à New York, il y a une trentaine d'années, il n'avait pas réussi à obtenir le contrat pour rénover l'enceinte de l'ONU. Alors, on se dirait que c'était depuis ce moment-là qu'il avait une antipathie par rapport à l'ONU. Mais ceci à part, ses critiques face à l'ONU ont été quand même, ont été pour moi, plus douces que par le passé. Il n'a pas parlé de se retirer. Il a accusé l'ONU de ne pas être capable de venir en aide ou de prévenir les conflits. Mais de l'autre côté, c'est un peu, dans un sens, avoir du visage parce que l'ONU, sa force, c'est les membres. Et ce sont les membres du Conseil de sécurité, les membres permanents, qui, en fait, ont utilisé leur droit de veto à plusieurs reprises, qui ont empêché justement l'ONU d'agir. Alors, c'est pas vraiment l'ONU. Et effectivement, c'est du Donald Trump tout cracher, de dire des choses et après de se reprendre, d'être plus doux, d'être plus gentil. Alors moi, aujourd'hui, je pense, somme toute, même si tous les médias, on entend que c'est un discours absolument incroyable, moi, je l'ai entendu à l'ONU par le passé et j'ai trouvé qu'aujourd'hui, il était plutôt de bonne humeur et il ouvrait la porte à quand même un partenariat international et malgré toutes les choses qu'il peut avoir dit dans son discours. Sans nommer le Canada ni les autres pays qui ont annoncé hier leur intention de reconnaître la Palestine, M. Trump a réitéré ses critiques selon lesquelles cette décision, c'est une récompense pour le Hamas. Pensez-vous que cette pression diplomatique coordonnée ait un impact sur le président américain? Alors, moi, je pense que ça va avoir l'impact inverse en réalité, parce que plus on braque Donald Trump, plus on est en nombre pour le faire. Lui, il rejette cette approche. Il aime travailler en coulisses, il aime les relations personnelles, donc il faut envoyer certains leaders qui s'entendent bien avec lui pour apporter le message. Mais quand même, aujourd'hui, il aurait pu être plus dur envers les autres pays. Il n'a pas fait de son discours, il ne s'est pas concentré sur cet aspect. Et il est revenu quand même, il a dit des choses importantes sur le conflit. Il a dit qu'il fallait que ça cesse, il fallait que les otages soient retournés et qu'il voulait, lui, se concentrer sur ce qui était possible, ce qui était important pour sauver des vies. Alors quand même, son but est noble et je n'ai pas senti d'animosité aujourd'hui par rapport à la position que le reste, la vaste majorité des membres de l'ONU a prise hier. Alors, c'est quand même ça montre peut-être qu'il y a une ouverture, mais là, on va voir, il va rencontrer Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche cette semaine et à l'ONU, il y a les discours, mais il faut aussi savoir que le président rencontrait l'Union arabe. Alors, il va entendre toutes sortes de choses et on sait que ce président-là est capable de changer d'idée. Alors, espérons que ces 2 jours à New York vont réussir à équilibrer et moduler sa position pour qu'il puisse mettre de la pression sur Israël. Et rapidement, vous avez évoqué justement cette rencontre entre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président Trump. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on devrait s'attendre à avoir davantage de friction entre ces deux dirigeants ou plutôt un rapprochement? Ou comment est-ce que vous pensez que ça va se passer, cette réunion? C'est difficile à prédire. Aujourd'hui, il n'a pas dans son discours, en tout cas, donné d'indices. Hein, il a quand même été très clair là, que l'attaque du 7 octobre était un acte terroriste et que Israël avait le droit de se défendre. Il n'a pas semblé s'écarter de sa position antérieure. Donc, on verra là dans les prochains jours. Mais je crois, moi, si j'avais une prédiction à faire, je crois qu'il n'y aura pas, on verra pas une grande rupture, mais peut-être quand même des messages passés en privé
pour essayer de contenir les excès israéliens par rapport à la population palestinienne. La reconnaissance par le Canada de l'État de Palestine, évidemment, ça marque un écart important par rapport à la position américaine. Est-ce que vous croyez que le Canada devrait s'attendre à davantage de frictions bilatérales avec les États-Unis par conséquent? Mais, alors, c'est au moment de l'annonce que la friction a vraiment été à son maximum. C'est cet été, lorsque le premier ministre a annoncé son intention justement là, de reconnaître l'État palestinien à New York. Et ça se passait un jour avant la date butoir sur les tarifs. Et je sais très bien que le lendemain, ça a été un peu ça a été compliqué avec l'administration américaine qui était un peu choquée de cette décision-là sur le coup. Par la suite, des discussions ont eu lieu et le président a semblé hausser les épaules, mais quand même, je me serais attendue à ce que peut-être, puisque nous, c'était un départ important sur notre politique où on était très alignés avec les Américains par le passé, que peut-être un appel, un préavis pour en discuter à l'avance, pas pour nous faire changer d'idée, mais pour quand même expliquer les raisons pour lesquelles le Canada s'en allait dans cette direction-là, pour ne pas les prendre par surprise. Et le timing aussi était peut-être pas très opportun. On aurait peut-être pu attendre. Alors, mais pour le moment, je pense que les choses ont été aplanies, mais il y a toujours un coût à payer quand on a des moments comme ça qui sont plus difficiles. Ça ne bâtit pas la confiance, au contraire. Et dans son discours, le président américain s'est beaucoup attardé au changement climatique. Il a dit que c'est la plus grande arnaque jamais vue. On voit évidemment tout un réalignement au niveau mondial en ce qui concerne les changements climatiques. Comment est-ce que le Canada devrait s'y ajuster? Alors ça, c'est la grande question et c'est aujourd'hui de tous les sujets qui ont été soulevés par le président, c'est celui, je pense, qui interpelle le Canada le plus. Le président américain a dit que les pays qui s'étaient conformés de façon excessive aux énergies renouvelables, qui dans son esprit à lui sont pas pratiques et sont dispendieuses et ne rencontrent pas la demande énergétique d'aujourd'hui. Alors, on sait, il a dit, nous, on s'en va dans une autre direction. Alors, vous écartez. Maintenant, le Canada, on est voisins. Une partie de notre système énergétique est intégrée. On est compétiteur dans certains domaines aussi. Alors, il reste à voir comment on va tirer notre épingle du jeu pour s'assurer que le Canada n'est pas déficitaire de ce côté. Oui, on est une superpuissance énergétique, mais il faut la développer et on a beaucoup de potentiel qui est non utilisé en ce moment au Canada. Je pense en gaz naturel, par exemple, juste au Québec. On a des réserves de gaz naturel énormes qu'on s'est empêché de développer. Alors, si on va avoir un pays qui est prospère, qui peut passer à travers cette période difficile sur la scène mondiale, alors il faut vraiment se retourner sur nos capacités énergétiques et équilibrer un peu nos priorités par rapport à l'ensemble de ce que les Canadiens veulent obtenir par rapport au changement climatique, en reconnaissant que le Canada peut jouer un rôle pour aider les autres pays à justement diminuer leurs émissions. Louise Blais, ex-ambassadrice et représentante permanente adjointe du Canada à l'Organisation des Nations unies, merci d'avoir été là. Merci à vous.